Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème, c'est le thème américain, la vie politique, économique, financière américaine que nous décryptons avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, à distance avec nous. Il y a peut-être même une actualité météorologique aux États-Unis avec cette tempête ou cette vague de froid qui est en train de frapper l'ensemble du pays, qui calme peut-être un peu les esprits. Je ne sais pas, Pierre-Yves, parce que c'est vrai que les derniers jours ont encore été mouvementés. Je parle sur le plan domestique aux États-Unis avec cette police de l'immigration et des frontières qui a commis, je vais le dire comme ça, une bavure encore à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. Pierre-Yves, ça commence à cranter évidemment sur le plan politique et sur le plan économique, avec des milieux d'affaires à Minneapolis qui commencent à se mobiliser sérieusement pour faire baisser cette pression. Alors, vous vous souvenez l'an dernier, quand Donald Trump avait dit « Je vais envoyer la garde nationale et des troupes fédérales à San Francisco pour nettoyer les rues qui sont pleines de clochards, de drogués et de dealers. » Quelques gens importants qui ont l'oreille de Donald Trump, en particulier Mark Benioff, patron de Salesforce, société dont le siège se trouve à San Francisco. Mark Benioff a téléphoné, mais il n'était pas le seul, à Donald Trump en lui disant « Monsieur le Président, ne faites pas ça. N'envoyez pas des troupes fédérales et la garde nationale dans les rues de San Francisco, ça va aggraver la situation, on va avoir des clashs. » On est peut-être un petit peu dans une situation similaire aujourd'hui, avec une soixantaine de sociétés qui sont établies dans le Minnesota et de très grands noms qui ont une empreinte nationale. Best Buy, le numéro 1 de la distribution de produits électroniques, Target, qui a quand même 2000 grandes surfaces aux États-Unis, Cargill, une des plus grandes sociétés non cotées dans le domaine de l'agroalimentaire, Hormel, US Bank Corp, Medtronic dans l'équipement médical. Les patrons de ces sociétés tirent le signal d'alarme en disant il faut de manière urgente procéder à une désescalade parce qu'on ne peut pas continuer à avoir autant de violence dans les rues de Minneapolis-Saint-Paul. C'est mauvais pour l'image de l'État, ça engendre des drames épouvantables, puisque 2 citoyens américains maintenant sont morts sous les balles de la police de l'immigration. Et on espère que Donald Trump va tenir compte de cette opinion, car il aime écouter les patrons bien plus que les élus locaux, bien plus que le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, auquel il ne fait absolument pas confiance. Vous vous souvenez, c'était le colistier de Kamala Harris. Et Tim Walz ne peut pas se représenter parce qu'il est fortement affecté par un scandale qui est un élément important de la décision de Trump, d'ailleurs, de procéder à une purge des sans-papiers dans cet État. Tim Walz est considéré comme indirectement responsable d'une énorme fraude aux aides sociales qui a entraîné l'inculpation de 85 immigrés, tous originaires de Somalie, et qui portent sur des centaines de millions de dollars. Donc, on est peut-être à un virage où les républicains modérés sont en train d'oser élever la voix pour dire au président il faut calmer le jeu en matière de lutte contre l'immigration clandestine, et où les milieux d'affaires, qui sont très silencieux depuis un an, disent au président Trump attention, on a franchi une ligne rouge. Comment est-ce que tout ça s'intègre avec les discussions qui doivent permettre d'éviter un nouveau shutdown à la fin du mois, Pierre-Yves ? Oui, alors, le temps qu'il fait à Washington et les 25 à 30 cm de neige qui sont tombés vont compliquer les choses, parce qu'il faut peut-être que le Congrès procède à un certain nombre de votes importants d'ici minuit vendredi. Les démocrates, devant les mois tout à fait légitimes suscités par la mort de cet urgentiste de 37 ans sous les balles de la police de l'immigration, les démocrates ont dit il est hors de question que nous, au Sénat, nous adoptions le budget
du département de la sécurité intérieure, qui est l'organe fédéral qui contrôle ICE, c'est-à-dire les services de l'immigration et des douanes, et la police aux frontières. Dans un paquet législatif qui comprend le financement de 6 grands départements fédéraux, dont la Défense, dont le département d'État, il y a aussi le département de la sécurité intérieure à hauteur de 64 milliards sur un total de un peu plus de 1200 milliards. Si ce budget qui a été adopté à la Chambre n'est pas adopté en tant que tel, avec ses 6 composantes par le Sénat, nous irons directement vers un shutdown partiel, certes, mais shutdown néanmoins, vendredi à minuit. Ce que souhaitent les démocrates, c'est un vote sur les 5 composants parmi les 6, notamment le Pentagone, et qu'on évacue le budget du département de la sécurité intérieure pour obtenir rapidement des réformes sur les procédures qui sont employées par la police de l'immigration pour appréhender les sans-papiers. Est-ce qu'on a le temps de faire ça en quelques jours? Ça n'est pas évident. Et d'autant plus que si le Sénat venait à découper en rondelles cet énorme paquet législatif, il faudrait que de l'autre côté à la Chambre, les représentants fassent la même chose. Donc il est tout à fait possible que l'on ait un shutdown. Tout ça participe tout de même un petit peu aussi de la gesticulation politique, parce que concrètement, ICE n'a pas besoin de ce budget. L'agence est déjà dotée de crédits considérables grâce à la loi qui a été votée au mois de juillet et qui lui a permis notamment de doubler ses effectifs en quelques mois. Bon, l'aspect sécuritaire, c'est évidemment un des piliers, un des objectifs centraux de Donald Trump. L'autre étant de résoudre la crise du pouvoir d'achat, affordability crisis, comme ils le dénomment chez eux. Pierre-Yves, est-ce qu'en interdisant aux grands fonds d'investissement et autres institutionnels d'intervenir sur le marché des maisons individuelles, est-ce que Donald Trump est sur une bonne piste ? Alors, je veux faire une réponse très courte. Non. En fait, c'est une légende qui a été perpétrée, entretenue, amplifiée sur les réseaux sociaux, selon laquelle de grands institutionnels de Wall Street pèseraient sur le marché immobilier résidentiel, achèteraient par centaines des propriétés, feraient grimper les prix et ensuite imposeraient des loyers très élevés aux pauvres Américains. Il n'y a pas de gros institutionnels américains, notamment BlackRock, qui a été accusé de cela. BlackRock n'est pas du tout dans ce business-là. Il y a un certain nombre d'institutionnels qui sont spécialisés là-dedans, mais ce ne sont pas des géants de Wall Street, c'est des sociétés comme Amherst, des sociétés comme Pretium, des sociétés comme Invitation Homes, par exemple. Mais leur empreinte sur le marché résidentiel immobilier est très faible. On parle de 2 à 3% peut-être du parc résidentiel, et ils interviennent, lorsqu'ils interviennent, plutôt dans des marchés déprimés. On les voit intervenir a priori davantage autour de Nashville, autour de Dallas, et pas dans les marchés où les prix continuent de grimper fortement, New York, la région de Washington ou encore la Californie. Pour autant, Donald Trump souhaite faire quelque chose et il rejoint les éléments les plus populistes du Parti démocrate et il a donné instruction par décret au secrétaire au Trésor d'abord de définir quels étaient ces institutionnels qui interviennent sur le marché immobilier et de leur interdire. En fait, il y a des petits institutionnels qui interviennent sur le marché résidentiel, qui achètent une douzaine, parfois plus, de logements et qui cherchent ainsi à compléter des revenus. Mais leur intervention n'est pas de nature à bouleverser le rapport de l'offre et de la demande, qui est le point fondamental du déséquilibre aujourd'hui sur le marché immobilier, parce que la demande reste forte, l'économie américaine va bien, mais l'offre de propriété n'augmente pas. Elle n'augmente pas pour toutes sortes de raisons, notamment en raison des taux d'intérêt, mais aussi parce que toutes sortes de réglementations environnementales ainsi que la privation de la main-d'œuvre immigrée ralentissent considérablement le travail de construction aux États-Unis. On a un stock de propriétés à vendre qui est entre 3 et 4 mois au rythme actuel de vente des maisons existantes. Ce niveau-là de stock, historiquement, est beaucoup trop bas et ne correspond pas au point d'équilibre entre l'offre et la demande.
quand on a un stock de 3 à 4 mois, les prix continuent de monter. Il faudrait que ce stock de propriétés à vendre monte à 6 ou 7 mois pour que l'on commence à voir un ralentissement de l'augmentation des prix de l'immobilier résidentiel aux États-Unis. Le prix médian d'une maison individuelle aujourd'hui est de 405 000 $. Ouais. Sujet compliqué, alors l'affordability en général et la question du logement avec ce manque d'offres structurelles ou latents aux États-Unis, mais comme dans d'autres pays, avec la question de si Donald Trump veut faire baisser les taux longs, c'est aussi resolvabiliser la demande et donc s'exposer à une hausse supplémentaire des prix de l'immobilier, Pierre-Yves. Alors, il veut le beurre et l'argent du beurre. Oui, il l'a dit d'ailleurs à Davos. Il a dit des millions d'Américains, et c'est vrai, sont devenus millionnaires grâce à l'augmentation des prix de leur logement, et je ne veux pas que ces gens-là s'appauvrissent. Ouais. Donc, effectivement, alors on ne va pas faire baisser le prix des maisons à ce moment-là. Vous savez que plus de la moitié des propriétaires de résidences individuelles sont détenteurs de crédits hypothécaires où le taux fixe du prêt est de 4% ou inférieur. Ouais. 4%, c'est beaucoup moins que le taux actuel du marché qui est entre 6 et 7. Oui, et puis j'avais en tête dans ce cas-là, une les autre propriétaires proportion, ne veulent pas vendre parce qu'ils veulent garder leur mortgage. Oui, et puis une autre proportion, c'est que de plus en plus de propriétaires, au fil du temps, n'ont plus de mortgage associé évidemment à leur logement. Donc ils sont nets, le patrimoine est net de tout emprunt désormais. Bon, c'est compliqué, une forme de triangle d'incompatibilité évidemment parmi tous les objectifs poursuivis en même temps par Donald Trump, et nous en faisons la chronique régulière grâce à vous, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain que vous pouvez suivre en direct, bien sûr, sur Bismart for Change ou retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.